Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Info Canine où, comme je vous le disais la semaine passée, nous allons voir, vous qui vous apprêtez à accueillir un chien ou une chienne ou plusieurs chiens, où aller le chercher. Et oui, parce que là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Et on va un petit peu voir les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. On va aussi voir, est-ce qu'il vaut mieux prendre un chiot? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un chien adulte? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un mâle? Est-ce qu'il vaut mieux prendre une femelle? Finalement, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut légitimement se poser. Bon, premièrement, si on décide de prendre un chiot, donc chiot ou adulte, la question se pose. Un chiot, ça a l'avantage que vous allez pouvoir le suivre dès le départ. Vous allez pouvoir vraiment lui inculquer vos valeurs, l'imprégner de votre mode de vie, et puis, pourquoi se le cacher, ce sont des souvenirs impérissables que vous allez partager avec lui. Le chien adulte, il faut voir ça comme une vie sauvée. Par la force des choses, s'il est adulte, c'est qu'il a appartenu à quelqu'un. Ou encore pire, que cela fait bien longtemps qu'il passe sa vie enfermé dans un refuge. Cet animal a le droit aussi au bonheur, à l'amour que l'on peut lui donner. Mais c'est pas pareil. Par exemple, si vous n'êtes pas du genre très patient, ça peut arriver, hein. Peut-être qu'un adulte, c'est mieux pour vous. Parce que il sera déjà propre, il sera déjà, c'est légal, donc obligatoirement, normalement stérilisé. On connaîtra déjà définitivement son profil comportemental, parce qu'un chiot, son comportement évolue fortement. C'est pour ça en général on devrait idéalement le faire suivre par un comportementaliste, parce que le chiot, il va passer par plusieurs phases, il va faire son adolescence, il va faire beaucoup de choses. Le chien adulte, eh bien, il va déjà être partiellement ou complètement, peut-être des fois pas du tout, mais il y a quand même une chance qu'il soit un minimum éduqué. Il aura normalement son caractère définitif, donc vous saurez à quoi vous attendre. Il y a aussi une catégorie qu'on sous-estime beaucoup, et pourtant, c'est vraiment triste. Ce sont les vieux chiens. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui aime les vieux chiens, mais moi je peux vous garantir que les vieux chiens, ils aiment tout le monde. Et c'est quelque chose de très lâche qui se produit. Pensez-y avant de prendre un compagnon poilu. Quand on adopte un chien, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ces animaux vieillissent, comme vous, comme moi. La vieillesse entraîne des pathologies propres à l'âge. Donc ces chiens en fin de vie, qui n'ont que vous, dont vous êtes la source pour eux inextinguible d'affection, d'amour, et à qui ils vouent eux-mêmes une dévotion sans faille. Un chien n'abandonnerait jamais son compagnon humain. L'inverse, malheureusement, est beaucoup trop fréquente. Il y a beaucoup de gens qui se débarrassent de leurs chiens quand ils deviennent trop vieux, parce que ça commence à représenter une somme de soins assez élevée. Ils n'ont pas d'assurance, ils ne peuvent plus s'en occuper, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus l'envie, ils en ont marre, ils se disent « Oh Jack, ce Jack Russell m'emmerde, moi j'aimerais aller passer le reste de ma vie à Marbella, mais avec lui c'est pas possible, vivement qu'il crève, etc. » C'est dramatique, mais moi j'ai connu des gens qui pensaient ça. Bon, ils ne disaient pas directement vivement qu'il crève, mais c'était tellement sous-entendu que c'était très entendu. Donc pour moi c'est inacceptable, surtout que dans ces vieux jours, c'est là qu'il aura le plus besoin de vous, parce que lui aussi affronte la peur de la fin de vie. Pas tant que le chien se rende compte qu'il va vers sa mort, hein. Les chiens n'ont pas cette conscience comme nous. Par contre, ils se rendent compte que leur qualité de vie diminue. Et donc ils paniquent. Et donc ils ont besoin d'être rassurés. Et sur qui comptent-ils pour être rassurés? Sur leurs compagnons humains, sur l'amour de leur vie, ceux à qui ils ont voué
leur existence. Donc abandonner un vieux chien, c'est lâche, c'est petit, c'est minable. Et les gens qui font ça sont de gros censures. D'accord? Ou de grosses, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que les mecs qui faisons ce genre de saloperie. Malheureusement, tout le monde le fait. On le voit chaque année, les refuges regorgent. Et notamment de vieux chiens. Un vieux chien, c'est le bon plan pour qui? Un vieux chien, ça peut être le bon plan pour une personne âgée. Parce qu'il y a aussi une question de responsabilisation, c'est de se dire, j'ai 78 ans, je ne vais pas prendre un jeune chiot labrador. Pourquoi? Parce que le jeune chiot labrador a d'énormes chances de me survivre. Que va-t-il advenir de votre chien une fois que vous ne serez plus là pour veiller sur lui? Alors, vous, âgé, qui avez aussi le droit à l'amour d'un chien, prenez un chien âgé. Il est toujours préférable, même si c'est une épreuve difficile, je sais de quoi je parle, je l'ai vécu et j'ai accompagné beaucoup de personnes qui l'ont vécu, de perdre son compagnon. Mais il faut penser à son compagnon. Et il vaut mieux toujours survivre à son chien plutôt que le contraire. Donc, une personne âgée, pourquoi ne pas vous diriger vers un chien âgé? Passez ensemble une belle retraite, vos plus beaux jours, votre âge d'or, passez-le ensemble, parce que ce vieux chien aussi, il a envie d'être aimé, et il a envie de câlins, de caresses, et de partager des choses avec vous, et les chiens, justement, ne se rendent pas compte qu'ils vieillissent. Vous pouvez avoir des vieux chiens très très jouettes, en plus pour vous, c'est beaucoup plus reposant parce que vous ne devez pas recommencer l'éducation. Hein. Moi, j'imagine bien une personne de 70 ans se dire il faut recommencer à lui apprendre la propreté. Le vieux chien connaît déjà tout ça. Il y a une question de force aussi. Si vous avez toujours été passionné par ces chiens-là, si vous êtes une dame de 67 ans, n'allez pas prendre un gros Rottweiler ou un Amstaff en pleine force de l'âge. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, vous ne saurez pas maîtriser votre animal. Moi, j'ai souvent ça, je panique très fort quand je sors Pactol, un petit chihuahua donc, hein, que vous connaissez, et que m'arrive une dame, il y a une dame comme ça, très âgée, avec un gros Alaskan Malamute pas commode. L'Alaskan Malamute pas commode, s'il a vraiment envie de venir bouffer Pactol, c'est pas la dame de 70 ans qui va arriver à retenir un Alaskan Malamute déchaîné. Hein, donc, c'est irresponsable. Le chien adulte, le chien dans un refuge, on peut le trouver dans deux endroits, hein, un chien adulte ou un vieux chien. Soit c'est un particulier qui le donne, pour toujours une excuse... Enfin, c'est très très rare une bonne excuse. Moi, je n'en vois pas vraiment. Je sais que je suis très très dur, hein, mais pour moi, il faut assumer ses actes. La preuve, moi, je ne suis plus, mais j'étais très 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 allergique aux chiens. Alors, j'avais deux options. Ou, c'est ironique vu ce que je fais comme... mais j'aurais pu vous dire tant pis. Les chiens, c'est fini. Mais quand peuvent mes chiens? Il existe des désensibilisations. Et d'ailleurs, le fait même de vivre avec mes chiens m'a grandement désensibilisé. Je n'ai plus aucune allergie maintenant. Donc c'était très bénéfique pour ma santé. Si je m'étais séparé de mes chiens pour cette raison, qui aurait été une des raisons toutes trouvées que beaucoup de gens donnent, je serais toujours allergique aux chiens. Les déménagements, c'est pas une excuse. Les changements d'emploi, c'est pas une excuse. L'arrivée d'un nouveau compagnon, c'est pas une excuse. L'arrivée d'un enfant, c'est pas une excuse. Il existe des professionnels, des comportementalistes, des thérapeutes, il y a des gens qui accompagnent ça. Et vous paieriez cela pour vos enfants. Pourquoi vos chiens ne méritent pas ça? Mais donc en général, pour en revenir au nœud du problème, les adultes, c'est soit des particuliers, soit des refuges dans lesquels des particuliers se sont débarrassés de leurs chiens, ou peut-être des chiens trouvés. Quand c'est un particulier qui cède son chien, veillez bien à ce que le chien soit en bonne santé. S'il vous fait payer le chien, ne vous offusquez pas trop. C'est quelque chose de plutôt positif en fait. Parce que peut-être que lui, il ne voyait pas l'aspect toujours... le démon du lucre qui pourrait se cacher derrière. Peut-être que la personne veut juste s'assurer
que vous qui voulez adopter Jacob, son bulldog anglais, vous avez les moyens d'entretenir un bulldog anglais qui après va avoir beaucoup probablement de problèmes de santé parce qu'il est brachycéphale, parce que leur physionomie est très compliquée, etc. Donc il veut s'assurer que vous ayez les épaules financières assez larges que pour lui offrir la vie dont il a envie et besoin. Dans les refuges, méfiez-vous aussi. N'oubliez pas que dans les refuges, il y a quand même c'est rarement des vétérinaires, c'est rarement des éthologues, c'est rarement des comportementalistes. Ce sont des bénévoles. Ces gens-là sont des passionnés de chiens. Mais être passionné de chiens ne fait pas de vous un expert en la matière. J'ai beau le répéter, les gens, ça s'appelle de l'ultra-crépidaniarisme, c'est-à-dire les gens, comme ils s'y connaissent un tout petit peu, en gros, ils savent un peu comment c'est foutu un chien, ils ont une opinion sur tout et ils me sortent des phrases comme « Vous savez, j'ai eu 6 chiens, voilà, en gros, j'ai eu 6 chiens, je m'y connais autant de toi qui a fait des études, passe-toi ton diplôme, parle, et fous-moi la paix. » Ben voilà, c'est l'ultra-crépidaniarisme, c'est donner son avis sur un sujet qu'on ne maîtrise pas vraiment. Or, en science, moi, malgré tout ce que je sais, ben, j'en apprends tous les jours, et heureusement, parce que ça évolue tout le temps. Donc, si vous prenez la décision de prendre un chien adulte en refuge ou chez un particulier, bien là, il y a certaines garanties qui tombent. Dans un refuge, il y a beaucoup plus de garanties, évidemment. Le chien doit être stérilisé, castré. Mais par contre, sur son comportement, on ne sait pas vraiment comment ça peut se passer. C'est assez délicat. Malheureusement, souvent, en tout cas ici, les refuges sont peuplés d'Amstaff ou de Pitbull, ou maintenant il y a beaucoup d'Akita, enfin de chiens à la mode, de Border Collie, qui ont généralement, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, ces chiens en refuge ont vécu des traumas, donc ils vont nécessiter, et des lourds traumas, et à des âges où ils sont marqués. Pour eux, ils n'oublient pas qu'ils ont eu une vie avant, faut pas croire que le chien n'a pas de mémoire. Donc ils ont vécu des choses, peut-être certains ont été battus, certains ont été tout ce que vous voulez. C'est magnifique, quand vous prenez un chien dans un refuge, vous devez bien comprendre ceci. Vous sauvez 2 animaux. Vous sauvez le chien que vous accueillez, mais vous faites aussi une place pour que le refuge puisse mettre à la place du chien que vous avez adopté, un chien qui nécessite d'être accueilli en refuge. Donc adopter en refuge, c'est sauver 2 animaux. Mais prenez le temps d'aller connaître le chien. Ne vous basez pas uniquement sur ce que disent les bénévoles qui, malgré leur bonne volonté, peuvent vous raconter des salades. Sans le vouloir, mais c'est pas leur métier. Ils sont pas comportementalistes, ils sont pas vétérinaires. Peut-être que Rookie se comporte très bien avec la bénévole, mais qu'en fait, il n'est pas comme ça tout le temps. Il n'y a rien de pire qu'un retour en refuge pour un chien. C'est un double choc traumatique. Enfin, ça devient infernal. Prenez bien vos renseignements, prenez le temps. Ne soyez pas offusqués par le prix que demande le refuge, qui très franchement, en général, est dérisoire quand on voit tous les soins que les refuges apportent à ces chiens, qui parfois sont trouvés dans des états lamentables. N'oubliez pas que ces gens nourrissent ces chiens, ils les nourrissent bien, leur prodiguent des soins vétérinaires, les font stériliser, etc., etc. Vous allez payer, mais ce sera toujours bien moins cher que dans un élevage. Ensuite, il y a les chiens cédés sur les réseaux sociaux. Là, il y a à boire et à manger, de manière complètement objective. Je déconseille quand même grandement de donner son chien sur Internet. Parce que sur Internet, il y a tout. Il y a de tout et il y a de n'importe quoi. Et on ne sait pas sur quoi on va tomber. Vous pouvez prendre quelqu'un qui va adopter votre Amstaff et dire que finalement c'est parce qu'il a une passion de ce chien, il adore ce chien, etc. Ou votre berger allemand, et en fait il cherche juste un chien pour faire des combats de chiens. Ou il cherche votre petit chihuahua pour qu'il serve d'appât justement à des chiens de combat. On ne sait pas qui est en face de nous réellement. Dans ce cas-là, soyez intelligent et intelligente. Si vous voyez un chien sur Internet qui vous plaît, ou alors même si vous voulez donner un chien via Internet,
passez par une association. L'association prendra toutes les dispositions et garanties légales qui feront qu'on sait et on saura que votre chien finira pas sa vie n'importe comment. On voit parfois des choses, enfin, même le dire me déchire le cœur, dramatiques, de chiens dont les maîtres pensaient en toute bonne foi qu'ils allaient avoir une vie heureuse et qui ont fini de manière abominable parce que les crapules qui les ont adoptés étaient des gens, des salopards, concrètement parlé. Quand vous adoptez un chien, bien moi je vous fais confiance. Je me dis que vous n'êtes pas, vous ne faites pas partie de ces salopards-là. Donc faites quand même attention à qui vous donne le chien, pourquoi il vous donne le chien. Il faut vraiment pas hésiter à parler avec la personne. Pourquoi est-ce qu'il le donne? Comment est-ce que ce chien est arrivé dans sa vie? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'en séparer? Tout ça, ce sont des questions importantes qu'il faut se poser. On ne se débarrasse pas d'un compagnon de vie comme ça. Qu'est-ce qui a fait que ce pauvre chien mérite eh bien qu'on s'en débarrasse? Il est dans votre intérêt de le savoir. Après, lorsque vous décidez d'accueillir un chiot, se posent 3 choix. Il y a les refuges, c'est vrai, mais on ne va pas trop les compter parce que des chiots en refuge, c'est très rare. Il y a toujours les particuliers. Alors les particuliers, sachez quand même que c'est généralement illégal. Ça dépend des pays, mais en général, on peut se dire, ok, on a eu un stud, comme on dit en Belgique, et on a eu une portée accidentelle, mais si on commence à avoir des portées tous les ans, là ça devient des élevages clandestins, hein, donc c'est pas terrible, hein, et c'est des gens généralement qui n'ont pas une morale grandiose, hein, parce que le prix d'un chien, vous allez le voir, est très très important, parce qu'un chien, un éleveur, un bon éleveur, ça ne gagne pas beaucoup d'argent. Et oui, même si vous payez votre chien 1800 €, finalement ça ne gagne pas beaucoup d'argent un bon éleveur. Et puis il y a l'option à honnir, à bannir, c'est l'animalerie. L'animalerie est alimentée principalement, surtout en Belgique et en France, par le trafic de chiens. Tous ces chiens que vous voyez sur des affichettes comme ayant été volés, eh bien en général ils vont dans ce circuit. C'est un peu comme de la traite humaine, hein. Ils vont dans des élevages intensifs de chiens pour avoir des chiots et alimenter des pseudo-animaleries. Et c'est très facile, malheureusement, d'avoir un passeport des pays de l'Est qui atteste, pour avoir été souvent dans les Carpates, je peux vous le dire, qui atteste que n'importe quel chien, n'importe quelle race ou pas race, est finalement une telle race avec un bon passeport en bonne et due forme, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Le mieux, c'est ou le refuge, mais c'est difficile, ou peut-être vraiment un petit particulier. Évidemment, si votre meilleur ami a une portée accidentelle de caniche, ben, vous connaissez votre meilleur ami. Sur Internet, oui, mais attendez-vous aux conséquences. Ces chiens n'ont pas été suivis, on ne sait pas s'ils ont des antécédents médicaux, on ne connaît pas toujours leurs parents, on ne sait pas très bien vers quoi on va se diriger. Et puis il y a les élevages. Et là, les élevages, on revient à ce qu'on disait dans la vidéo précédente de la semaine passée, c'est que les élevages, ça implique un coût. Et le coût est important. Parce qu'un éleveur qui va vous vendre un chien 400 €, 400 €, c'est rien. Déjà, j'aime pas trop qu'on dise vendre. Moi, je préfère parler de frais d'adoption, même quand on vend, quand on parle de chiens. Tu as vu, toi? Qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi. Youp. Alors, pourquoi? Parce que un véritable éleveur, c'est quoi son travail? L'éleveur, ben, il n'a pas de vie, hein, ce gars-là ou cette femme-là, l'éleveuse. Hein. Elle va devoir bichonner ses animaux tout le temps, prendre soin d'eux, elle va devoir leur donner de la nourriture de qualité. Lorsque la femelle va être pleine, elle va faire appel au vétérinaire souvent pour suivre la grossesse de la femelle, lui faire passer une batterie d'examens, des échographies, adapter sa nourriture. Ils vont prendre un temps pour les sociabiliser correctement. D'ailleurs, l'âge idéal pour avoir un chien chiot, c'est
3 mois, parce qu'il y a les mois d'imprégnation pendant lesquels le chien a besoin de sa maman pour la tétée et la nana, et puis ils sont sevrés. Sevrés, ça veut juste dire qu'ils sont capables de se nourrir tout seuls. Mais normalement, un bon éleveur, il prend encore 1 mois pour être sûr qu'il ait des bases de sociabilisation, vu que la sociabilisation, ça dure 4 mois. Donc voilà, en gros, sachez que déjà un éleveur qui vous donne un chien à partir de 2 mois, c'est moyen. Et après, dites-vous donc que vous comptez les pré-vaccins que vont faire les éleveurs, les vermifugations, les visites préliminaires chez les vétérinaires, les échographies de la mère, les croquettes adaptées, etc., etc. Ça fait une somme assez colossale finalement que l'éleveur investit. Et sur un chien qui va vous vendre 1200 €, peut-être que lui aura 300 € de bénéfices. Bon, et si vous avez un chien en parfaite santé, surtout que il ne faut pas oublier aussi que chez certains chiens, je sais pas, je pense notamment au Golden Retriever, ils font des comment dirais-je, des examens préliminaires pour voir si les chiens ne souffrent pas, par exemple, de dysplasie de la hanche héréditaire, dans le cas du Golden, par exemple. Donc, c'est un vrai travail d'être éleveur, hein, et malheureusement, beaucoup trop de personnes, n'y connaissant pas grand-chose, pensent que juste en insérant un organe dans un autre organe reproducteur et ayant le produit de la reproduction, on peut se qualifié d'éleveur. C'est pas vrai, les éleveurs font un travail formidable. Ils séparent le bon grain de l'ivraie, entre gros guillemets, c'est-à-dire que voilà, on a un élevage d'hamstaff, et bien tous les hamstaffs qui ont des comportements déviants, agressifs, craintifs, etc., on va les castrer, les stériliser, on va évidemment pas les euthanasier, mais on ne va pas les reproduire, et on va choisir tous ceux qui ont un comportement amical, aimable, etc., pour finalement avoir une lignée amicale, aimable, etc. Donc l'élevage, c'est le bon plan. L'élevage professionnel, c'est un investissement, mais c'est un investissement sur 15 ans. Donc, enfin voilà, comme je vous dis, c'est pas une décision anodine. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à faire tout ça? Et puis évidemment, il y a une catégorie de chiens qu'il ne faut pas négliger. Ben non. C'est les bâtards, c'est les croisés. Différence bâtard-croisé? Elle est vite faite. Un croisé, c'est un chien dont on sait la race de ses deux parents. On dit les croisés dalmatien border collie. Un bâtard, c'est qu'on est perdu. On ne sait plus. On dit là-dedans, il y a eu de tout. Oh, justement, Vesta m'a laissé un cadeau. On dit là-dedans, il y a eu de tout. On ne sait pas, on ne sait plus. Il y a eu trop de croisements que pour savoir à la base qu'est-ce que c'était qui a donné ce petit poilu qui est devant nous mais qui nous regarde. Et les bâtards et les croisés sont des chiens formidables. Dans le cas d'un croisé, lorsque vous allez faire les bilans comportementaux et l'éducation, ça nous permet à nous professionnels quand même de pouvoir se placer. Parce qu'on sait que s'il est croisé berger allemand et labrador, eh bien, il doit avoir des caractéristiques communes et des patrons moteurs communs aux deux races, donc on peut plus ou moins le cerner. Quand c'est un bâtard, c'est un peu plus la découverte. Mais c'est des chiens formidables, évidemment, et une race ne garantit pas l'excellence. D'autant plus que le fait qu'ils soient croisés ou bâtards, eh bien, en général, ils ont une bien meilleure santé que les autres parce qu'il n'y a tout simplement pas de consanguinité, vu que, forcément, vu qu'ils ne viennent pas de la même lignée, vu que ce ne sont pas des races qu'on reproduit entre elles, mais un incident, eh bien, il y a une injection de sang frais, et ça, génétiquement, c'est très bon pour l'animal. Donc maintenant, vous avez choisi quelle race de chien vous vouliez, vous savez où vous la procurez, reste à savoir comment l'accueillir chez vous comme il se doit. Ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fait plaisir l'air de rien. Laissez-moi un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite cordialement à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines sorties. Vous pouvez également nous retrouver sur www.adscac.com où vous trouverez d'autres choses, donc la totalité de nos vidéos bien entendu, mais également des articles, et tout cela est totalement gratuit. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, mais surtout,
Prenez bien soin de vos poilus.